Breaking Hobby News. Et salut à tous, c'est Zenkuro, bienvenue sur un tout nouveau Breaking Hobby News. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait avec Thomas, et d'ailleurs on n'en fait toujours pas, puisqu'aujourd'hui je suis avec Rémi Plamo TV. Salut Rémi. Bonjour. Alors Rémi, si aujourd'hui j'ai souhaité t'avoir avec moi pour pouvoir discuter d'un sujet particulièrement important, c'est parce que tu es la personne la plus apte à parler de ce sujet particulièrement important qui est le flashy, le glitter. Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette nouvelle mouvance sur la scène de la maquette mondiale, eh bien j'aimerais que tu nous présentes un petit peu le concept du flashy puis du glitter dans un deuxième temps. Vas-y, nous t'écoutons, nous sommes tous oui. Merci. Alors, pour commencer, le glitter, le principe est simple, c'est-à-dire qu'on part d'une maquette ou d'un modèle kit ou d'un garage kit qui est censé être de couleur tout à fait correcte et originale, sur lequel nous venons appliquer en fait une peinture à base de couleurs rose, bling, rouge. Il faut que ça crache, que ça tape à l'œil et que ça emmerde tout le monde surtout. Le principal but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui éclaire la nuit sans lumière. Il me semblait qu'il y avait des peintures pour ça, genre des peintures fluo. C'est différent en fait. Ouais, est-ce qu'on peut utiliser des peintures fluo ou pas du tout Oui, tout à fait, c'est une possibilité, mais le plus simple c'est encore de se fournir au rayon bombe de peinture dans toute bonne boutique de bricolage, au rayon bombe de chantier. Bonjour! Je suis devant le magasin de bricolage en ce moment même, mais comme c'est dimanche, c'est fermé. Quel cagolo je fais, je passe vraiment pour un gros con en disant ça, c'est un truc de dingue! Puisque le orange, le jaune fluo de chantier sont des choses qui ont été mises au point par le monsieur Vercingétorix lui-même, à l'époque des peintures rupestres sur son mur Facebook, donc avec des petits taureaux, des petits soldats romains et les armes déposées au pied de monsieur Vercingétorix. Tout ça était peint à la bombe en fait par un gros graffeur local avec du orange et du jaune fluo, simplement. Ça ne se sait pas beaucoup dans le monde, mais je fais partie des rares personnes à avoir vu la vraie grotte de Lascaux. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'à l'époque, les gens peignaient à l'aérographe. Mais non, l'aérographe n'existait pas encore, ils utilisaient des bombes. Que nenni, puisque de toute façon, à l'époque, pour avoir un compresseur, en soi, le compresseur, ils le trouvaient, c'était l'électricité qui leur manquait principalement pour alimenter tout ça. Donc du coup, oui, l'aérographe, c'était juste impensable. Vraiment, il faut arrêter avec ce débat stérile et puéril. C'est vrai qu'on a pu lire d'ailleurs dans la guerre des Gaules que certains s'étaient essayés à utiliser l'aérographe en soufflant dedans directement, mais apparemment ça marchait pas très bien. Ce qui expliquerait effectivement le développement de la bombe de peinture sous pression qui finalement était beaucoup plus facile à réaliser. Oui, on avait 3 poils de mammouth, un cure-dent et puis ça marchait. Ah bah complètement oui. Mais ça c'est la technique de l'aérographe soufflé en fait, ça a été mis au point par une armée à l'est de l'Europe avec des petits moyens. À l'époque, ils s'en servaient surtout pour repeindre en fait des carrosses, des choses comme ça, en bleu, en vert, en camouflage optique. Puisque le camouflage optique en fait a été mis au point, lui, je l'ai noté dans un coin, je l'ai perdu, voilà, par Vassili Kandinsky, pardon. Donc ça date de 1783, donc en pleine guerre des Gaules justement. Et du coup, c'est un camouflage optique en un ton et demi, puisqu'il n'y avait pas plusieurs couleurs, ils n'avaient que des demi-couleurs. Il faut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient la plupart du temps borgnes, donc il y avait besoin que d'une seule couleur au final. Complètement d'accord, c'est exactement ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de monsieur Jean-Jacques Binder, qui était carrossier du roi Charles X. Lui a fait d'énormes progrès techniques. Tiens donc. Il a développé en fait ce qu'on appelle le brossage à sec fluo. Qu'on appelle aussi, si je ne me trompe pas, mais dans sa version un petit peu antérieure à 1826, le brossage à sec des montagnes. Exactement. La technique est simple, c'est plutôt que de tremper le pinceau dans la peinture et d'essuyer un petit peu, on trempe la maquette dans de la terre et on essuie un petit peu avec le pinceau. C'est une technique un petit peu inversée, mais c'est plutôt efficace dans un certain milieu. Oui, d'ailleurs, la légende voudrait que ce soit un enfant qui, en se cassant la gueule du haut de la montagne, se soit retrouvé tout en bas, recouvert de terre et vert à cause de l'herbe qui avait frotté, et ainsi il a découvert le brossage à sec en se brossant lui-même contre la montagne. Ah putain, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, c'est un enfant qui n'est pas inconnu dans le monde des peintres,
puisque c'est un enfant qui a dû se couper l'oreille lui-même. Hein. C'est un célèbre peintre qu'on appelait Vincent Van Gogh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, en tombant de cette montagne, s'est cogné la tête plusieurs fois, ce qui lui a donné l'idée de créer le stabilo. Donc il avait son stabilo et son écarteur au lobe d'oreille. Mais du coup, à l'époque, on était juste post-seconde guerre mondiale. Donc, pauvre enfant, beaucoup trop en avance sur son temps, a subi des colibris et des chamaillades. Et du coup, il a fini par céder un petit peu à la pression atmosphérique de tout le monde. Et il s'est du coup coupé l'oreille tout seul comme un grand avec ses ciseaux en plastique. Oui, il faut dire qu'à l'époque, le flashy était assez mal vu et devait subir une censure assez forte. Hein. D'ailleurs, on se rappelle de ses œuvres perdues, hein, de Léonard de Vinci, hein, et sa célèbre Mona Fluolisa. Oui. Je pense d'ailleurs que tu as fait ta thèse de peinture, hein, sur le sujet, donc tu pourrais là aussi nous en raconter des belles et des moins mûres. C'est une thèse qui m'a pris à peu près 17 ans à finaliser. J'ai malheureusement été refusé à la fin pour le diplôme. J'ai pas tout à fait compris pourquoi, mais je crois que l'inspecteur, l'examinateur qui était censé m'examiner en fait est décédé de vieillesse entre temps. Mais ouais, j'ai passé une thèse, donc j'ai fait ça en 14 volumes, en décrivant exactement vraiment chaque couleur, chaque pigmentation utilisée par Léonard de Vinci sur sa peinture. Et également chaque pinceau, puisqu'en fait il y avait des pinceaux en poil de martre, en poil de loutre et en poil de cul. Oui. Et si je me souviens bien, à la page 9899 de ta thèse, hein, c'est là que tu fais bien le parallélisme entre la Mona Lisa que tout le monde connaît, celle qui est exposée au Louvre, cette peinture magnifique, mais finalement au ton un petit peu terne. Ah, c'est un peu triste. Et la Mona Fluolisa qui est un petit peu son jumeau maléfique. En tout cas, c'est la version deuxième joueur de Mona Lisa, celle qui est full color. Exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison, mais la Mona Fluolisa reste enfermée dans les bas-fonds du musée du Louvre. Elle est posée en plus comme ça, là, à côté de la poubelle des mecs qui font l'entretien le soir. Donc c'est un petit peu triste pour elle, la pauvre, elle mérite pas ça, mais n'étant pas encore directeur du musée du Louvre, mais c'est en bonne voie, je pense que je pourrais remédier à ça et éventuellement faire sauter la première Mona Lisa qui a été faite et qui est un fiasco total en fait, puisque même Léonard de Vinci le disait dans son dernier tweet, je ne suis pas content, avec un K à content. Oui, parce qu'il avait dû céder à la pression totalitaire de Staline qui refusait de voir des couleurs ainsi brandies en haut de la Tour Eiffel. Ah bah non, mais c'était une association en fait entre Staline et JFK qui ont vraiment... c'est simple, hein, la crise de Cuba elle est partie de tout ça, hein, simplement. C'est dramatique. Et pourtant, ce qui était intéressant dans l'histoire, et que tu décris très bien d'ailleurs au chapitre 1592 de ta thèse, c'est que cette œuvre avait été réalisée en collaboration avec Michel-Ange, célèbre peintre dont tu peux peut-être nous toucher deux mots là aussi, parce que c'est... honnêtement, je bois tes paroles, je trouve ça formidable. J'aime t'écouter, Michel-Ange, on en apprend tant. Quand tu me parles de Michel-Ange, moi j'ai deux grands noms qui me viennent en tête. On a donc Michel-Ange et le fameux plafond de sa chapelle Sistine, qui a fait ça en fait. Sistine. Voilà, avec il a fait ça aux couleurs un petit peu flashy, mais ça reste un petit peu monochrome. Ce qui est que c'est les couleurs de la principauté de Thomas. Le vert fluo quand même. C'est monochrome, mais c'est flashy. Ça reste flashy, voilà, mais ça reste en une seule couleur. Alors, c'est bien élaboré sur différents tons de vert fluo. Mais ça reste monochrome, donc ça agresse un petit peu la rétine quand on n'est pas habitué. Ou alors il faudrait porter les lunettes de l'éclipse solaire. C'était d'ailleurs assez avant-gardiste, et on sent vraiment fortement inspiré Klein et sa fameuse série des bleus Klein. Ah bah tout à fait, il y en avait deux d'ailleurs, c'était le 2 Klein. Ça a été assez célèbre aussi, mais seulement jusqu'en 1947, puisqu'après en fait à partir de 1948 il y a un deuxième Michel-Ange qui a commencé à se faire un nom, et en fait lui est peintre en carrosserie. Voilà, c'est une petite chaîne non, c'est même une grosse chaîne maintenant, puisqu'ils ont 4 carrosseries à travers le Rhône-Alpes, et du coup ils refont à peu près 18 voitures par an, ce qui n'est pas rien. Donc ça va du gris métallisé au rouge Lucifer en passant par le blanc Société, tu vois. Et du coup, les mecs, tu vois, ils s'en sortent, et eux ils sont fiers de leur travail, tu vois.
C'est vraiment intéressant ce que tu nous expliques et c'est vrai Ouais, que ça permet vraiment d'apporter du corps, un historique, comprendre qu'effectivement le flashy tel qu'on le connaît aujourd'hui prend ses racines vraiment très très loin dans l'histoire de l'art, à la fois française mais aussi de toute l'Europe, de toute l'ancienne Europe. Tout ça pour arriver finalement au glitter, le glitter qui est cette évolution du flashy, puisqu'aux couleurs qui agressent l'œil, on vient rajouter ce petit élément de délicatesse qui est la paillette. Ah, ça a été un énorme pas en avant, je pense qu'on... C'est une révolution technologique, on peut le dire. Être encore inventeur de la chose, j'espère être cité un petit peu dans les livres d'histoire par rapport à ce pas en avant qui est vraiment incroyable. On est passé d'un kit par exemple qui avait été peint avec du violet, du rose, un blanc légèrement rosé pour essayer de calmer un peu le ton pour éviter de cramer les rétines des enfants de moins de 7 ans. On est venu appliquer on a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement de ce côté-là. Rappelez-vous l'affaire Pokémon des épileptiques, et finalement on a été le deuxième épisode de cette série formidable. Ah bah alors il y a eu cet épisode là et puis après moi-même personnellement j'ai été beaucoup brimé par mes camarades maquettistes. On m'a acheté des grappes, on m'a acheté des cutters, on m'a acheté des pots de peinture vides. Vraiment j'ai été mis à l'écart pendant quelques années. Les gens ne comprennent pas la différence. Ah, puis ça leur fait peur. Ils ont peur de la différence, tout à fait. Tout à fait. C'est un petit peu du racisme envers. Oui, c'est un mot que je parle de couleur, donc on est en plein dedans en fait. C'est un mot que je n'aime pas employer puisque moi-même étant un ancien homme de couleur noire, n'ayons pas peur des mots, dans les années 60 aux États-Unis, j'ai déjà subi. Et quand ça a recommencé ici en Europe, j'ai vraiment eu une angoisse qui m'est remontée, quoi, vraiment. Donc du coup, pour revenir au sujet, au cœur du sujet, puisque là on s'égare un peu, c'est un petit peu dommage. L'ajout de la paillette sur la maquette, c'est un bond incroyable. En plus, à un coût dérisoire, pour à peine maximum 15 € la bombe de vernis pailleté, on a révolutionné le genre. C'est incroyable. C'est vrai que les fabricants de peinture pailletée sont rentrés par la petite porte. Ils avaient comme objectif dès le départ de faire une révolution dans le monde de la peinture sur maquette, comme a pu le faire l'école espagnole avec ses dégradés agressifs. Ils sont donc rentrés par la petite porte qui est celle de la boutique de bricolage. On s'est dit tiens, on va mettre des paillettes sur des meubles et ça va attirer l'œil de Rémi Plamont Corner. Les peintures pailletées ont été développées par des sous-traitants des sociétés qui fabriquaient des bombes de chantier à la base. Donc du coup ils se sont dit que l'entrée sur le marché était déjà à moitié faite. Donc ils ont fait le forcing en fait sur le lobby du bricolage pour avoir leur place légitime dans les rayons bombes de peinture des magasins de bricolage qu'on connaît, tels que Leroy Marché ou Casto Brico. N'oublions pas Brico Woman. Brico Woman, toujours, oui. Ça c'est une branche assez intéressante puisqu'il y a très peu d'hommes dans les rayons, donc du coup les conseils sont pas toujours extrêmement avisés, mais parfois on peut tomber sur une bonne surprise. Ah, on me dit dans l'oreillette que les femmes tapent à ma porte et veulent me casser la gueule. Non, je crois que c'est Thomas qui arrive. Ah, très bien. Intervention de Thomas, peut-être qu'il a quelque chose à dire sur le bricolage. Et j'aimerais rajouter que j'adore les macaronis au fromage. Ah bah non, il n'avait rien à dire, finalement c'était pas intéressant. Bah en fait, il était en train de me parler, mais j'allais dire bonne remarque, et puis finalement, non, j'ai changé d'avis. Tout ça pour dire que donc nous avons cette petite révolution qui est en marche dans le monde de la maquette. Donc le flashy a commencé à prendre pied, on en voit de plus en plus. D'ailleurs, Macross Delta en fait la part belle avec la Valkyrie de comment s'appelle-t-elle ? De Mirage, bien sûr. C'était pas un mirage, c'est une réalité. C'est ma Valkyrie préférée, forcément. Elle est violette. Et il est fort à parier que la paillette fera son introduction dans Macross dès la prochaine saison. Oh, oui, je pense. J'ai rendez-vous avec Monsieur Kawamori sous peu. Monsieur Kawamori qui est le principal directeur de la gestion des couleurs. Donc, il a lu ma thèse apparemment sur la Mona Fluolisa. Il paraît que ça a eu beaucoup d'intérêt de la part des Japonais, effectivement, oui. Ce document de 95 000 pages. Puisque en fait en Europe par rapport au glitter et au flashy on nous compare très souvent à des maquettes féminines, alors que c'est pas parce que c'est rose que c'est pour les filles.
Mais bien sûr que non, pourquoi? Bah voilà, j'ai d'ailleurs lancé un projet en collaboration avec toi-même, Zenkuro Be Forever, pour la Japan Expo 2017. Mais pour l'instant, n'étant pas plus avancé que ça dans la réalisation, on va laisser planer un petit peu le mystère. Laissons mystérieux, d'autant que nous attendons confirmation de la Banque Manouche pour le projet, puisque un projet d'envergure, nous avons besoin d'un... Ah, il nous faut un fonds d'investissement. Il nous faut un fonds d'investissement, donc nous attendons, nous l'espérons, une bonne nouvelle de ce coin-là. En tout cas, je te remercie de toutes ces explications qui me font revenir mon accent chantant du sud, parce que moi, quand on me dit paillettes, je vois le soleil, je vois le sud, je vois la chaleur. Tu vois les chocolatines ou tu vois les pains au chocolat avec? Ah écoute, la dernière fois que nous en avons parlé de ça sur Facebook, il y a eu des rixes assez dangereuses. D'ailleurs, le GIGN a dû intervenir, donc je préfère ne pas en parler, car les réactions sont toujours très virulentes de la part des commentateurs. Je pense qu'on va quand même laisser un petit sondage pour finir. J'aimerais poser 2 questions aux auditeurs. Première question, est-ce que vous préférez le glitter old school, c'est-à-dire avec des couleurs flashy mais ternes, ou le glitter new school, c'est-à-dire avec des couleurs flashy mais ternes mais pailletées, donc du coup un peu moins flashy? Mais pailleté. Mais pailletées. Et du coup une question subsidiaire, pain au chocolat ou chocolatine? Telle est la question. Tout à fait. Bon, eh bien Rémi, je te remercie pour cette intervention. Je crois qu'on a une dernière intervention de Thomas. Que nous dit-il, ce freluquet? Et je dis poche à la place de sac en plastique et je vous emmerde. Allez tous vous faire foutre. Bisous, bisous. C'était très intéressant. Merci à toi, Thomas. Eh bien, nous te retrouverons dans un prochain BHN TV moins culturel, je pense, te connaissant, mais ce sera toujours avec un très grand plaisir, connaissant ta fibre commerciale. Et bien voilà, c'en est terminé, chers auditeurs. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah tant pis, parce que c'est en ligne de toute façon et ça changera rien. Et on vous dit à très bientôt. Merci pour l'invitation et à très bientôt. À très bientôt, merci à toi Rémi. Ciao, ciao. Salut. Breaking Avenues.